Je m'appelle Jonathan. Je n'ai jamais ressenti une telle colère intense dans ma vie auparavant. La colère est quelque chose que personne ne devrait jamais éprouver. À ce moment-là, j'avais une forte envie de faire du mal physiquement aux gens. Vous vous demandez peut-être ce qui a provoqué cette rage en moi, laissez-moi vous expliquer. Tout a commencé il y a environ 5 semaines, quand ma femme et moi avons remarqué un changement significatif dans son comportement. Comme une transformation de caméléon, elle a commencé à montrer un manque de proximité, même dans les actions habituelles entre un mari et une femme. Ce changement soudain m'a rendu suspicieux, car mes expériences passées avec mon ex-petite amie m'avaient enseigné des leçons difficiles sur la confiance et la vérité. Curieusement, je n'avais jamais mentionné la première fille de ma vie auparavant, et je doutais que le fait de le révéler aurait fait une quelconque différence, car son comportement continuait de changer. Dans la 2e semaine, j'ai ressenti le besoin d'approfondir mes investigations. Contrairement à ceux qui cherchent de l'aide extérieure pour leurs problèmes, je ne suis pas quelqu'un qui dépend des autres. Je préfère résoudre mes problèmes seul. Donc, pendant ma pause déjeuner, je l'ai discrètement suivie depuis son travail, et à ma surprise, elle a garé sa voiture devant un motel et est entrée dans la chambre 104. Mon instinct me disait qu'elle me trompait. Cela n'avait aucun sens car son travail ne nécessitait pas de contact avec des clients et elle travaillait au département de la comptabilité. Découvrir son infidélité m'a blessé, mais pas autant que le stress émotionnel que j'avais déjà enduré à cause de ses insultes et de ses rejets. La personne avec qui elle avait une liaison s'est avérée être un collègue, même s'il travaillait dans des départements différents. Il y avait des rumeurs selon lesquelles il grimpait dans les échelons de l'entreprise. Pendant 2 semaines, j'ai réfléchi à différentes façons de résoudre le problème. Finalement, j'ai opté pour une approche directe pour éviter de dépenser de l'argent à confirmer ce que je soupçonnais déjà. J'ai attendu patiemment le moment où je savais qu'elle était avec un autre homme derrière cette porte. Malgré la forte tentation de la confronter violemment, je me suis rappelé de ne pas céder à la cruauté. Mon objectif principal était de recueillir des preuves. Dans mon état émotionnel actuel, j'avais encore la possibilité d'engager des poursuites judiciaires pour la perte d'amour, ce qui aurait de graves conséquences tant pour ma femme que pour son employeur. J'avais le pressentiment que l'homme avec qui elle était impliquée était sur le point de connaître une chute, et que les événements se dérouleraient en conséquence. Ma tâche principale était de rassembler les preuves nécessaires et de lui remettre les papiers du divorce à ma future ex-femme. En même temps, les serrures de notre maison étaient en train d'être changées par un serrurier que j'avais engagé plus tôt. J'avais également organisé nos finances pour une division équitable et j'avais annulé toutes nos cartes de crédit. Les 2 dernières semaines étaient remplies de préparatifs et le choc final approchait. Quant à la réaction de Simone, je ne peux pas la prédire avec certitude. Je crois qu'elle trouvera le bonheur et pourrait éventuellement ressentir de la culpabilité. Mon avocat, spécialisé dans les affaires de divorce, me assure que cette culpabilité disparaîtra une fois qu'elle aura son propre avocat. En ce qui concerne mes sentiments pour elle, on pourrait se demander si je l'aime toujours. En ce moment, je ne ressens rien d'autre que de la haine pour elle. Pourtant, je lutte intérieurement en me demandant si elle m'aime vraiment ou si ses actions sont une erreur dans la résolution du problème. J'ai une faible lueur d'espoir de restaurer notre relation, mais logiquement, je sais que c'est improbable. Je ne peux pas accepter une femme qui a trahi ma confiance par l'infidélité. Ma confiance en elle est complètement brisée et l'amour que j'ai encore pour elle est un vestige qui peine à faire face à ce changement rapide. Le gérant du motel m'a remis la clé de la chambre après que j'ai payé une facture de $1100 et promis de ne pas perturber la paix, même si ma femme et son amant ont choisi cet endroit pour leur rencontre secrète. Je ne blâme pas le gérant, il semble être une personne vraiment gentille. Curieusement, il a mentionné son ex-femme et il y avait certaines similitudes dans nos situations. J'ai discrètement ouvert la porte avec la clé, suis entré dans la chambre et l'ai laissée entr'ouverte. J'ai attrapé un appareil photo numérique, reconnaissant de l'avoir reçu comme cadeau d'anniversaire il y a 3 mois. J'admirais sa qualité, mais j'ai rapidement été captivé par la scène devant moi. Elle plaidait avec l'homme pour qu'il la laisse partir et il était visiblement en colère en essayant de se lever. J'ai décidé de capturer les preuves, prenant quelques photos supplémentaires pendant que je voyais Simone souffrir. Des larmes coulaient sur son visage alors qu'elle essayait de se cacher de lui tandis qu'il continuait ses actions dégoûtantes. Mentalement, j'ai souhaité qu'il fasse le mauvais mouvement pour que mes instincts guident mes actions. Il a demandé à connaître mon identité et m'a mis en garde contre une confrontation physique. J'ai répondu que j'étais le futur ex-mari de la femme avec qui il avait une liaison. Il restait incertain de qui allait recevoir un coup de poing. Je doutais qu'il puisse me faire du mal alors qu'il s'approchait de moi.
J'ai légèrement bougé sur le côté, posé doucement l'appareil photo et me suis tourné légèrement vers la droite pour le laisser s'approcher par la gauche. Relâchant doucement mon emprise sur l'appareil photo, j'ai commencé à tourner rapidement en levant la main avec force. Lorsque mon poing a rencontré son visage, il a été projeté au sol, mêlant colère, douleur et tremblement. À ce moment-là, je ne pouvais pas croire que je m'étais laissé emporter par une telle colère inutile. Il semblait que mes émotions avaient submergé ma pensée rationnelle. Je me suis penché pour vérifier s'il montrait des signes de vie. Quand j'ai senti son pouls, je me suis senti soulagé, ce qui m'a permis de détendre un instant mon corps tendu. Pendant ce temps, j'ai entendu Simone parler sans arrêt, ses mots remplissant l'air autour de nous. Quand je l'ai regardée, j'ai vu qu'elle avait soudainement arrêté, sa voix maintenant étouffée par la peur. J'ai réalisé qu'elle n'avait jamais vu cette facette de moi auparavant, cette version brute et déchaînée de moi-même qui avait été libérée. Je devais certainement ne pas ressembler à la personne qu'elle voyait au petit déjeuner. Il était clair qu'elle m'avait trahi et que je ne voulais plus avoir affaire à son infidélité. Des larmes coulaient sur son visage, elle tremblait, se serrant fort elle-même et évitant tout contact visuel. Elle n'arrivait pas à croiser mon regard. Ce comportement était devenu plus courant ces derniers temps, mais à ce moment-là, elle réalisa que je savais ce qu'elle avait fait. Le jeu était terminé. J'ai remarqué une lueur de peur dans ses yeux quand elle m'a regardé brièvement, puis a rapidement détourné le regard. Je lui ai annoncé que je demandais le divorce, que je changeais les serrures de la maison et que j'ouvrais un compte bancaire avec sa part de nos biens. Je lui avais donné un avis officiel, lui faisant comprendre que notre relation était terminée, et j'ai exprimé ma gratitude pour sa non-participation. J'ai posé les papiers sur ses genoux alors qu'elle tentait de se cacher sous les draps. Elle les a brièvement regardés puis a croisé mon regard. Aucun mot n'a été échangé à ce moment-là. Une étrange vacuité remplissait la pièce, mais il était évident que ma vacuité serait plus douloureuse. Elle réalisait que aucun mot ne pourrait réparer la situation entre nous. Il semblait qu'elle ne savait pas comment réparer notre relation brisée, qui s'était détériorée bien avant ces dernières semaines. Je me suis retourné et je suis parti malgré ces supplications désespérées qui résonnaient derrière moi lorsque j'ai franchi la porte. « Attends, laisse-moi t'expliquer, s'il te plaît Jonathan, s'il te plaît. » J'ai continué à marcher, décidant de me protéger de son regard. Ses yeux étaient remplis de larmes retenues, et je savais que me retourner affaiblirait ma détermination et perturberait mon plan. De nombreux problèmes non résolus avaient surgi en chemin, me rendant réticent à revisiter le passé. Ce qui était autrefois une belle union s'était transformé en cendres. En rentrant chez moi, un serrurier patient m'attendait. Il a diligemment remplacé les 3 serrures de nos portes et reprogrammé l'ouvre-porte de garage. Je l'ai remercié pour son service rapide et lui ai glissé un billet de 120 $ en guise d'appréciation. Assis à la table de la cuisine, un endroit qui autrefois évoquait de doux souvenirs d'un foyer aimant, je réfléchissais aux années passées ensemble. Le changement abrupt de Simone restait un mystère pour moi, tout comme son mépris pour les qualités qu'elle avait autrefois reconnues en moi. Je ne pouvais pas comprendre ses motivations, mais je savais que notre relation s'était effondrée en seulement 5 semaines. La douleur et les paroles blessantes m'avaient transformé en une personne complètement différente. Malheureusement, Simone semblait être insensible à ce changement, tout comme j'avais été inconscient de ses propres changements. Soudain, le téléphone interrompit mes pensées. En regardant l'identifiant de l'appelant, j'ai vu que c'était la mère de Simone. J'ai répondu et l'ai saluée. Je me suis identifié comme JN, et à ma surprise, Doris, la mère de Simone, m'a dit que Simone était venue la voir en larmes, avouant avoir d'une manière ou d'une autre ruiné notre mariage. Intrigué, j'ai répondu. J'ai expliqué à Doris que la situation était un peu compliquée et que Simone devrait expliquer ce qui s'était passé. J'ai mentionné que je l'avais trouvée dans une chambre de motel et que je lui avais remis les papiers du divorce. Doris a exprimé sa confusion et a dit qu'elle ne comprenait pas ce qui se passait entre nous. J'ai exprimé sincèrement ma tristesse à Doris, lui disant que je tenais beaucoup à elle et à Sam, et que cette situation était sans aucun doute difficile pour nous tous. J'ai également mentionné qu'il semblait que les choses devaient se terminer ainsi. Des larmes ont monté lorsque j'ai prononcé ces mots. J'avais un profond attachement pour les parents de Simone, qui m'avaient montré de la gentillesse tout au long des années de notre relation. L'angoisse et la confusion de Doris m'ont profondément touché. J'étais soulagé que cette conversation se déroule par téléphone. Je ne voulais pas qu'il me voie dans cet état. J'ai répondu à Doris en exprimant mes doutes quant à la possibilité de trouver une solution.
J'ai continué en soulignant à Doris que c'était un problème sérieux, vraiment sérieux. La gravité de la situation créait un fossé, et le silence à l'autre bout du fil suggérait qu'elle avait du mal à assimiler ces informations bouleversantes. J'éprouvais de l'empathie pour elle. La veille encore, j'avais partagé un dîner avec Doris, Sam et Simone. Simone avait été affectueuse et douce en présence de ses parents. Toute cette situation m'avait pris au dépourvu. Pendant le trajet du retour à la maison, nous avions eu une attitude distante de John, ce qui n'était pas surprenant pendant le temps que nous avions passé avec Doris et Sam. Nous nous étions montrés sous le meilleur jour pour éviter de blesser Sam à cause de nos problèmes. A posteriori, j'aurais dû les avertir d'une manière ou d'une autre avant de prendre les mesures que j'ai prises. La santé de Sam était déjà fragile à cause d'années de travail acharné et de tabagisme, qui l'avaient affaibli. Bien que Doris soit en bonne santé, elle était constamment inquiète pour samedi. Je regrettais profondément de ne pas leur avoir fait part de notre situation troublée. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel du père de Simone, qui a expliqué qu'il devait discuter de quelque chose d'important concernant la relation troublée de sa fille. Il a mentionné que Simone avait confié à sa mère la nuit précédente et qu'il était présent pendant leur conversation. Il a demandé si nous pouvions organiser une rencontre pour discuter de ce qu'elle avait traversé en raison de mon fort attachement aux parents de Simone. J'ai immédiatement accepté la rencontre. Pendant notre conversation, le père de Simone a partagé les détails de sa conversation avec sa mère et me les a relatés. Il a exprimé ses regrets que je lui serve des papiers de divorce et a demandé à Simone de fournir plus de détails sur ce qui s'était passé. Il estimait que dire simplement que je l'avais trouvée dans une chambre d'hôtel n'était pas suffisant. Il voulait comprendre pourquoi elle était là et avec qui elle était. Simone a commencé à expliquer que notre relation s'était détériorée par rapport à nos débuts dans notre mariage, principalement en raison de ma charge de travail écrasante avec de nombreux projets. Elle avait discuté de ce problème avec sa mère, qui croyait que mon dur labeur finirait par me valoir une promotion bien méritée. Simone a continué à révéler qu'il y avait plus dans cette histoire à son travail. Greg, un collègue, avait découvert quelques erreurs qu'elle avait commises dans les dossiers des employés. Bien que ces erreurs n'étaient pas graves, elles étaient suffisamment importantes pour compromettre ses chances de promotion, d'augmentation de salaire et freiner son avancement dans l'entreprise. Exploitant la situation, Greg l'a essentiellement fait chanter pour avoir une rencontre intime avec lui malgré son réticence. Elle a décidé de franchir le pas pour éviter les conséquences de son erreur. Cela était le résultat de nos difficultés relationnelles persistantes et de notre manque de proximité au cours des 6 derniers mois. Simone a également expliqué que ce n'était qu'après cette première rencontre avec Greg qu'elle avait réalisé son désir de vivre ce que d'autres avaient déjà connu. J'avais été son seul partenaire et elle n'avait jamais été avec personne d'autre. Elle a décrit ce premier moment d'intimité avec Greg, qui s'était déroulé dans son bureau pendant la pause déjeuner. Tout le monde était parti et elle était restée derrière. Greg l'avait surprise avec une petite bouteille de son vin préféré, ainsi que du fromage et des crackers. Elle a noté que les pauses déjeuner duraient généralement 1 heure et que tout le monde allait dans les restaurants ou chez les vendeurs de rue à proximité pour manger. Cependant, elle préférait une collation rapide d'un chariot de nourriture et aller au parc, et étonnamment personne n'avait remarqué leur absence. Simone a partagé que Greg s'était révélé bien plus aimable que son impression initiale de lui en tant que maître chanteur austère. Cette rencontre a marqué un tournant pour moi, me faisant abandonner mes préjugés à son sujet. Bien que je savais que c'était moralement faux, je me suis retrouvé à désirer davantage ces moments interdits. Bien que j'aimais toujours mon mari, Greg me traitait d'une manière qui me faisait me sentir comme sa possession, et avec lui, j'ai abandonné mes inhibitions et suis devenu une personne complètement différente. À la fin du déjeuner, j'étais engagé dans des choses avec Greg que je n'avais même pas envisagées avec mon mari. À peine avons-nous terminé avant le retour des autres. En quittant son bureau, ma colère envers lui s'était quelque peu dissipée. Ce jour-là, avec le goût de ses lèvres, je n'arrivais pas à chasser l'idée de notre prochaine rencontre. Cette pensée est venue de manière inattendue, reconnaissant mon désir pour Greg, il désirait aussi plus qu'une simple rencontre. Le lendemain, Greg m'a approché pour en discuter et nous avons eu un autre moment d'intimité dans son bureau. Lors de cette rencontre, j'ai remarqué que Greg parlait négativement de Jonathan. Ces insultes subtiles ont continué pendant les 2 semaines suivantes lorsque nous étions ensemble, et Greg a même suggéré que Jonathan pourrait être infidèle, étant donné la situation de notre vie personnelle à la maison. Il ne m'a pas fallu longtemps pour adopter le point de vue négatif de Greg sur Jonathan. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai remarqué que je commençais à critiquer et à rabaisser Jonathan devant tout le monde,
sauf vous et papa. Au fond de moi, j'avais peur que vous remarquiez tous les deux mon comportement, alors j'ai essayé de maintenir l'apparence d'une épouse dévouée et aimante quand vous et votre père étiez là. Mais avec le temps et nos rencontres de plus en plus fréquentes à l'hôtel, ma relation avec Jonathan s'est détériorée, tandis que ma relation avec Greg a évolué d'une simple aventure intime à une véritable histoire d'amour. Greg a suggéré de continuer nos rencontres à l'hôtel comme solution temporaire jusqu'à ce que nous trouvions une meilleure option. Il expliquait que sa femme devenait suspicieuse, peut-être parce que quelqu'un au travail avait mentionné à quel point nous étions souvent vus ensemble, même si nous travaillions dans des départements différents. Il n'y avait pas de discussion de séparation avec nos conjoints, nos rencontres étaient purement physiques. Avec le recul, j'ai échoué à reconnaître l'amour, le respect et la compréhension que Jonathan me offrait. J'ai choisi une relation basée sur l'attraction et le désir plutôt que sur la connexion émotionnelle que j'avais avec mon mari. Je me suis livré à Greg sans grande résistance. Jonathan m'a toujours traité avec respect, ne prenant rien sans mon consentement total. Greg, en revanche, n'avait aucune attache émotionnelle envers moi, ce qui lui permettait de prendre le contrôle librement. Il avait un compartiment où il satisfaisait ses désirs, tandis que sa femme lui apportait un soutien émotionnel. Et j'ai pris au sérieux les commentaires négatifs de Greg sur Jonathan, ce qui m'a poussé à préférer une relation excitante avec Greg plutôt que de cultiver une connexion émotionnelle avec mon mari. En y repensant, je réalise que, il y a 10 semaines, j'ai commis la plus grave erreur de ma vie, et malheureusement, il n'est plus possible de la corriger. Lorsque Jonathan est entré dans la pièce ce jour fatidique, j'ai été choqué et j'ai tenté de me cacher désespérément. J'ai supplié Greg d'arrêter, mais lorsque Greg s'est enfin retiré et a quitté le lit, j'ai regardé Jonathan et j'ai vu un étranger complet en lui. Son comportement était tendu et inhabituel, et sans dire un mot, Jonathan a commencé à prendre des photos de nous et Greg, murmurant quelque chose d'inintelligible, a négligemment posé l'appareil photo numérique sur la table à côté. J'étais complètement choqué par ce qui s'est passé ensuite. Consumé par la colère, Greg a attaqué violemment Jonathan, mais quelques instants plus tard, j'ai vu Jonathan le jeter en l'air et s'effondrer sur le dos. J'ai rencontré le regard de Jonathan, submergé par la honte, ce qui rendait impossible le maintien du contact visuel. J'ai essayé de me protéger de la situation en me couvrant avec un drap, tentant de me cacher. À ce moment-là, Jonathan a utilisé des mots blessants pour me qualifier de corrompu, et a placé négligemment plusieurs papiers pliés sur le lit. Au milieu de tout ce chaos, j'ai entendu dire que j'avais été servi de papier de divorce. Mes yeux sont restés fixés sur les draps et je n'arrivais pas à saisir que la colère de mon mari se dirigerait bientôt vers moi. La peur et l'humiliation circulaient dans mes veines, me faisant trembler et me sentir vulnérable, rempli de honte et de regret. Jonathan s'est soudainement tourné et s'est dirigé vers la sortie en serrant l'appareil photo qu'il avait pris sur la table. J'ai essayé désespérément de lui tendre la main, mais j'étais en larmes. Bien que je ne me souvienne pas des mots exacts, j'ai senti que tout ce que je disais sonnait creux. Après cette rencontre désagréable, j'ai pris une longue douche, ignorant complètement le bien-être de Greg. À ce moment-là, peu m'importait qu'il soit en vie ou non. Bientôt, le gérant de l'hôtel a jeté un coup d'œil dans la chambre et a dit que Jonathan avait acheté une clé auprès de lui. Le regard méprisant du gérant m'a fait sentir que j'étais au-dessous de lui. Il parla de la façon dont il avait trouvé sa femme avec un autre homme, tout comme ma situation avec Jonathan, et c'était la principale raison pour laquelle il avait donné la clé à Jonathan. Il n'avait pas besoin de l'expliquer directement, j'ai compris tout. J'avais commis une erreur colossale. J'avais perdu bêtement la chose la plus précieuse de ma vie parce que je m'étais laissé emporter par une aventure éphémère, croyant que c'était quelque chose d'extraordinaire. Le lendemain, je suis allé travailler et 3 hommes m'attendaient dans mon bureau, le président, le directeur des ressources humaines et ce que je présumais être l'avocat de l'entreprise. Ils voulaient éviter les problèmes juridiques, alors ils m'ont proposé un règlement et m'ont laissé partir. C'était une situation désagréable, mais au moins c'était fini. Greg et moi ne nous sommes plus parlé après ça. Il était devenu évident que notre relation était basée sur la tromperie et la manipulation. J'ai appris une leçon difficile et j'ai juré de ne jamais laisser quelqu'un profiter de moi de cette manière à nouveau. En quittant le bureau, j'ai ressenti un soulagement. J'avais peut-être perdu mon emploi, mais j'avais retrouvé mon respect de soi. À partir de ce jour-là, j'ai décidé d'être plus prudente et sélective quant aux personnes que j'autorisais dans ma vie. Quant à Greg, il resterait à jamais un douloureux rappel d'un chapitre de ma vie que j'étais heureuse de laisser derrière moi. J'ai reçu un package de licenciement et c'était tout.
Greg a été escorté hors du bâtiment par la sécurité et remis à la police. Il s'est avéré qu'il était impliqué dans plusieurs autres affaires graves qui ont été révélées lors de l'enquête. Greg avait de sérieux problèmes judiciaires, notamment pour vol dans l'entreprise à travers divers moyens tels que le détournement de fonds et la falsification de notes de frais de déplacement. Ces actions ont conduit à une accusation de grand vol. En conséquence, la femme de Greg a décidé de le quitter. Après une décision difficile, ils ont déménagé avec leurs 3 enfants chez ses parents sur la côte est. Pendant ce temps, Greg est resté en prison en attendant son procès. Initialement, on m'avait demandé de témoigner, mais après discussion avec le bureau du procureur de district, il est devenu clair que mon témoignage pourrait faire plus de mal que de bien. Ils ont donc décidé de ne pas m'impliquer dans le procès. Plus tard, l'avocat de Greg m'a approché pour obtenir mon témoignage afin de soutenir son client. Cependant, en racontant les détails de comment Greg m'avait contrainte à une relation intime et avait manipulé mon mariage, l'avocat a également conclu que mon témoignage ne serait pas utile au tribunal. Simone a exprimé ses regrets en disant « Maman, je n'arrive pas à croire que j'ai merdé comme ça. » Sa mère a répondu avec sévérité en disant à Simone qu'elle avait commis une erreur incroyablement sérieuse. Elle a expliqué que Simone avait non seulement déçu ses parents et elle-même, mais avait également trahi son mari. Malgré tout cela, sa mère a exprimé qu'elle aimait toujours Simone parce que c'était sa fille, mais qu'elle avait perdu tout respect pour elle. Sam m'a dit que Doris et lui avaient permis à Simone de rester avec eux. Sa voix portait un ton de complète confusion. Apprendre cette nouvelle a fait couler des larmes de mes yeux. Je compatissais pour ces gens sincèrement bons qui se retrouvaient pris dans cette situation malheureuse. Avec le recul, j'avais hésité à informer les parents de Simone parce que je savais que cela pourrait l'avertir et rendre plus difficile la collecte des preuves nécessaires. Cependant, les photos que j'avais ne constituaient pas la clé du dossier judiciaire, à moins que son avocat ne décide d'adopter une approche adversariale. Dans ce scénario, j'avais 6 témoins fiables prêts à témoigner de leur implication. Bien que j'utilisais le terme « aventure » avec précaution, il restait peu clair si Simone aimait vraiment cet homme ou si elle s'était engagée volontairement dans cette situation dès le départ. Cette ambiguïté était liée aux remarques précédentes de son père suggérant que Greg avait un certain pouvoir d'influence sur Simone dès le début de leur relation. Pendant ce temps, mon avocat s'occupait du cas avec l'employeur de Simone pendant que je me préparais à une visite à la chambre d'hôtel. Mon avocat avait déjà déposé le dossier au tribunal, et étonnamment, dans les 20 minutes qui ont suivi, il était au téléphone avec le service juridique de l'entreprise. Leur réponse était mitigée, initialement ravi puis en déni. Naturellement, la conversation a pris un autre tournant lorsqu'il a mentionné l'affidavit. Soudainement, la position de l'entreprise sur la question a complètement changé. Sur la base des informations partagées par mon avocat, il était très probable que Simone, son amant et tous les autres impliqués soient licenciés de leur emploi le lendemain, à moins qu'ils ne puissent fournir une explication raisonnable de leurs actions. Je comprenais personnellement que le dossier contre Greg pour aliénation d'affection s'était considérablement renforcé grâce à la réponse de son employeur. Nous avions des affidavits de 3 de ses collègues et un de Simone, tous attestant de leurs activités clandestines pendant les heures de travail. Les supérieurs de l'entreprise avaient soupçonné leurs actions en secret mais ne les avaient pas confrontés. Nous avions des déclarations sous serment du propriétaire du motel et de la femme de ménage, totalisant 6 témoins. De plus, j'avais des preuves photographiques confirmant des activités intimes pendant les heures de travail. Leur visite à l'hôtel était pour éviter d'attirer l'attention des collègues, comme Greg l'avait remarqué que leur comportement devenait trop visible. Il était bien informé des politiques de relations en milieu de travail de l'entreprise. Mon avocat avait recueilli une quantité substantielle d'informations. Et nous avions même une copie imprimée des actions éthiques et de la politique des relations de travail de leur entreprise. C'est pendant cette période que j'ai découvert l'aventure de Simone, qui avait duré un peu plus de 5 semaines avant que je ne devienne suspicieux. Au moment où je les ai surpris au motel, Simone m'avait été infidèle depuis 10 semaines. La révélation de leur aventure, 5 semaines auparavant, a été une période incroyablement difficile dans ma vie et a été l'une des 3 moments similaires qui ont suscité en moi de fortes émotions. J'espérais sincèrement ne plus jamais vivre une telle expérience. Lorsque je suis sorti de la chambre de motel ce jour-là, j'ai ressenti un calme que je n'avais jamais ressenti auparavant. Simone était allongée sur le lit, les larmes coulant sur son visage, tandis que Greg restait inconscient sur le sol du couloir. Le gérant de l'hôtel s'est approché de moi alors qu'il me remettait la clé et a posé une main réconfortante sur mon épaule. « C'est difficile maintenant, mais ça ira mieux.
Prenez le temps de vous redécouvrir et vous trouverez éventuellement quelqu'un de nouveau, m'a-t-il réconforté. Tout ira bien. Il n'a pas adouci les choses, reconnaissant que le processus de guérison serait douloureux et dépendrait de la profondeur de mon amour et de mes soins pour elle. Merci, ai-je répondu, indiquant que j'avais déjà compris cela. Simone n'a opposé aucune résistance pendant le processus de divorce, le rendant étonnamment simple, même pour mon avocat et peut-être le sien, qui ont été surpris par son absence d'opposition. Il était clair qu'elle souffrait beaucoup, mais elle n'a jamais tenté de justifier ses actions. Une fois le divorce finalisé, la bataille juridique avec son ancien employeur s'est rapidement conclue. Leur seul objectif était de me faire disparaître et ils étaient prêts à couvrir les frais de mes avocats, les frais de tribunal et même à offrir une somme importante pour obtenir mon accord. Depuis lors, Simone a dû faire face à de nombreux défis pour naviguer dans ces circonstances, ce qui est incroyablement difficile, surtout en vivant avec des parents dont la vie a été fortement affectée par ses actions. Elle porte le poids de se voir comme une imposteuse et il lui faudra sans aucun doute beaucoup de temps pour se défaire de cette étiquette. Bien qu'elle ait l'opportunité de commencer une nouvelle vie, j'espère qu'elle pourra finalement aller de l'avant et reconstruire sa vie, atténuant la douleur qui la consume actuellement chaque heure. Je souhaite qu'elle apprenne au moins une leçon précieuse et douloureuse de cette expérience. Seul le temps nous dira l'étendue de sa croissance. Quant à Greg, son emprisonnement me procure un sentiment de satisfaction, du moins temporairement. Peut-être aura-t-il maintenant l'occasion d'expérimenter différentes formes de relations intimes, espérons-le, cette fois-ci du côté du receveur. Je ne ressens aucune sympathie pour lui, car je ne le considère pas comme un véritable homme. Il était clair pour moi qu'il avait une famille, une femme et 3 enfants. J'ai appris à connaître sa femme de près lors d'un divorce tumultueux et je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer sa beauté frappante. Il m'a semblé que Greg se comportait stupidement. Il avait tout ce que quiconque pouvait souhaiter, mais il a imprudemment jeté tout ça, motivé par un désir insatiable de satisfaction dans sa vie intime, que sa femme ne pouvait pas combler. Après avoir assisté à cela, j'ai pris une décision difficile de quitter mon emploi. Mes employeurs ont été choqués par mon départ abrupt et ont vraiment essayé de me persuader de reconsidérer. Cependant, les problèmes personnels auxquels je faisais face étaient trop graves et m'empêchaient de continuer efficacement mon travail malgré tous leurs efforts. Lorsqu'ils ont réalisé que ma décision était définitive, ils m'ont gentiment fourni une lettre de recommandation généreuse, que j'ai acceptée avec gratitude. Récemment, j'ai commencé un nouvel emploi sur la côte ouest, ayant déménagé ici il y a environ 1 an. Pendant que je travaillais ici, j'ai eu le plaisir de rencontrer une femme merveilleuse qui, à mon avis, vaut la peine d'être gardée. Bien que j'ai encore des problèmes de confiance, nous partageons une expérience commune car elle aussi a été trahie par son ex-mari. Cette expérience partagée a créé un lien fort entre nous. Bien sûr, la vie présente ses défis et m'enseigne des leçons précieuses, mais je reste optimiste quant à l'amélioration progressive de la situation. Il y a une semaine, le père de Simone m'a appelé avec des nouvelles dévastatrices auxquelles je ne peux toujours pas me résoudre. Il a dit que Simone s'était complètement égarée et qu'ils avaient découvert le corps sans vie de Simone chez eux. Il est ensuite apparu qu'elle avait pris trop de pilules, entraînant son décès. J'ai exprimé ma sympathie à Sam et je lui ai assuré qu'il pouvait compter sur mon soutien. Je vous remercie pour votre écoute et votre soutien tout au long de cette période difficile. Si vous avez trouvé cette histoire inspirante ou si elle vous a touché d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un like et à partager. C'est grâce à vous tous que nous pouvons traverser ces épreuves. À la prochaine,